Oké, welkom op deze ronde tafel. We zijn heel blij met het Nomade-team u te mogen verwelkomen. We hebben 3 uitstekende sprekers voor vandaag. We hebben eerst Antoine Fouré, die het gaat hebben over een e-learning interventie. Zijn voordracht gaat gevolgd worden door dokter Amélie Pierre van Henalux, die wat meer gaat vertellen over kwalitatief onderzoek. En tot slot zal dokter Renoage iets vertellen over een kaartspel om het klinisch redeneren te kunnen aan de man brengen bij studenten. Je vais continuer en français, donc bienvenue à tout le monde. On est ravis avec l'équipe Nomade d'organiser cette journée pédagogique et on a 3 orateurs pour cet après-midi, pour cette deuxième table ronde. Nous avons d'abord Antoine qui va nous parler d'un module e-learning et créé spécialement pour des professionnels de santé. Ensuite, nous avons le docteur Amélie Pierre qui va nous parler de recherche qualitative. Et ensuite, nous avons le docteur Renoage qui va nous parler d'enjeux pour aborder le raisonnement clinique avec étudiants et cliniciens. Je propose de donner la parole d'abord à Antoine. Antoine, à toi. Bonjour à tous, merci d'être présents donc, dans cette table ronde du projet Nomade et merci Nathalie pour les présentations. Je vais juste, avant de commencer à parler, faire une petite remise en contexte parce que je pense que ce sera intéressant pour la suite. Donc moi, c'est Antoine Fouré, je suis kinésithérapeute, mais également depuis le début du projet Nomade, chercheur doctorant dans 2 universités. Et donc ce projet se fait en collaboration avec toutes les autres institutions qui participent à Nomade, mais de mon côté, c'est entre l'université de Mons et l'université d'Anvers. Et donc, notre travail se focalise principalement dans le module 4 de Nomade, qui est la partie pédagogique. Et donc, on va vous expliquer un petit peu ici dans cette présentation quel a été notre fil de pensée, notre évolution dans le projet, et sur quelles idées on est parti pour réaliser notre étude. Donc, le résumé de la petite présentation qu'on va faire aujourd'hui ensemble, on va aborder 3 points principaux. Le premier, c'est de où on est parti, quelles sont les idées qui ont fait qu'on est parti dans ce développement de modules pédagogiques en ligne, donc des e-learning. Ensuite, nous allons aborder la méthode que l'on a utilisée pour créer ces e-learning et mettre en place l'étude pour les étudier. Et en dernier lieu, il y aura une petite démonstration simplement pour vous montrer en live, entre guillemets, comment se déroule le suivi d'une partie d'un module en ligne. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais continuer tout de suite. Donc, la première partie, c'est donc la problématique. Donc, il faut savoir qu'on fait face à un challenge absolument énorme pour l'instant par rapport aux troubles neuromusculo-squelettiques, notamment la lombalgie. Donc, vous connaissez sûrement la lombalgie, donc c'est des douleurs de dos. C'est très courant, ça peut arriver à plus de 80% de la population au moins une fois dans sa vie, et c'est la première cause d'incapacité dans le monde. Et malgré en fait d'énormes avancées médicales et scientifiques, je vais faire rentrer Monsieur Thévenon. Donc malgré d'énormes avancées scientifiques, eh bien, les prédictions montrent toujours qu'a priori, on a de plus en plus de patients qui ont des douleurs de dos et surtout des douleurs chroniques. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de traitements qui sont réalisés en pratique clinique qui ne sont pas recommandés. Et donc, on pense que ça peut participer à ce maintien, en tout cas, de la lombalgie dans la société. Et donc, il y a vraiment plusieurs études scientifiques de haute qualité qui mettent en avant qu'on a aujourd'hui vraiment un besoin urgent d'identifier des stratégies efficaces, spécifiques au contexte de nos patients et surtout moins chères qu'on peut mettre en place dans le quotidien. Et donc, pour répondre à cette problématique, il y a des choses qui ont déjà été faites. Il y a des guidelines pour la prise en charge des lombalgies, donc des recommandations, des itinéraires de soins, qui ont été développés spécifiquement à destination donc, des kinésithérapeutes, des médecins généralistes, toutes les professions de santé qui s'occupent de patients qui ont des douleurs de dos. Pour la Belgique, on a le Centre fédéral d'expertise des soins de santé qui a sorti les guidelines pour la lombalgie en 2017. Basé en grande partie sur les guidelines anglaises développées par NICE, donc le centre de santé anglais. Le problème, c'est que voilà, c'est super d'avoir des guidelines, mais il y a des études scientifiques qui nous ont montré
qu'en fait, les prestataires de soins, ça ne suffit pas en fait de leur donner des guidelines papier. Ça ne va pas forcément changer ce qu'ils font en pratique. Et on remarque aussi qu'il y a une certaine proportion de prestataires de soins qui ne suivent pas les recommandations des guidelines. Et donc, c'est un gros problème. Lié à cela, les croyances des prestataires de soins qui s'occupent de patients qui ont des douleurs de dos, il y a plusieurs études qui ont pu montrer que les croyances des thérapeutes pouvaient se refléter chez les patients. Et donc, si le prestataire de soins a une vision qui est délétère pour le patient, ça risque d'aggraver en fait son évolution et donc influencer négativement l'évolution du patient et potentiellement chroniciser ses symptômes. Et c'est évidemment pas ce qu'on a envie. Et donc, on avait toutes ces informations, et dans le cadre du projet Nomad, on se demandait comment on pouvait apporter une pierre à l'édifice, et surtout, peut-être découvrir de nouvelles informations qui nous aideraient à comprendre pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation. Et donc, on a voulu répondre à 3 questions, principalement. La première, c'est connaître un petit peu aujourd'hui, dans les 3 régions qui participent au projet Nomad, quelles sont les croyances, les attitudes et les prestataires, donc les croyances, les attitudes et les connaissances des prestataires de soins qui travaillent avec des patients lombalgiques. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont leurs croyances? Est-ce qu'elles sont en phase avec les guidelines, les recommandations? Et donc, pour ce faire, on a dû chercher du coup des questionnaires, j'en parlerai juste après, spécifiques, qui vont nous aider à répondre à cette question précisément. Ensuite, donc c'était une partie du projet Nomad, c'était créer du contenu à destination des professionnels de la santé pour transmettre justement toutes ces recommandations scientifiques, mais directement sur le terrain. Et donc, pour répondre à notre deuxième question, ça partait de ces e-learning. L'idée, c'est de voir si avec nos e-learning, on peut avoir des effets sur le comportement des praticiens, sur leurs croyances et sur leurs attitudes. Donc pour ce faire, évidemment, nous avons développé des modules e-learning. Et dernièrement, ça nous intéressait de répondre à la question de comprendre quelles ont été les expériences des prestataires de soins qui ont suivi ces modules e-learning. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer dans le futur pour toujours être plus efficace, évidemment, dans la transmission des informations scientifiques. Donc, pour répondre à ces 3 problématiques, à ces 3 questions, on a dû développer une méthode et un design expérimental. Et on va l'explorer là ici tout de suite ensemble. Donc, vous avez ici le flowchart qui explique un petit peu tout le déroulement d'un participant à l'étude qu'on a développé pour répondre à ces 3 questions. Donc, c'est un design, vous le remarquerez, sous format de RCT, donc c'est une étude randomisée contrôlée, car en fait, on va tester 2 types de e-learning, et ça, j'en parlerai juste après quand on développera l'aspect e-learning. Donc, la première étape, c'est évidemment qu'on va recruter un grand nombre de prestataires de soins. Quand je parle de prestataires de soins, c'est des kinésithérapeutes et des médecins généralistes qui sont vraiment en première ligne pour voir des patients lombalgiques. Donc, pour répondre à notre première question, de connaître un petit peu quel est le niveau actuel des connaissances, des croyances sur les lombalgies, eh bien, vous voyez ici que dans le baseline assessment, donc c'est la première étape de l'étude, tous nos participants, tous nos médecins, tous nos kinés vont répondre à des questionnaires sociodémographiques, mais également des questionnaires validés quantitatifs qui vont nous permettre de mesurer quantitativement s'ils sont guidelines adherent, s'ils respectent les recommandations. La deuxième étape, donc une fois que nos prestataires de soins auront répondu à tous ces questionnaires, ils seront randomisés en 2 groupes et suivront 3 modules e-learning, et on y reviendra juste après. C'est l'étape après les e-learning qui va être intéressante. Donc les prestataires de soins, à nouveau, vont pouvoir répondre au questionnaire une deuxième fois. Ça nous permettra d'observer et de mesurer si nous avons eu un effet sur certaines connaissances, croyances ou attitudes chez les prestataires de soins qui ont suivi nos modules e-learning. Et en dernier lieu, nous avons également certaines questions orientées vers l'expérience des praticiens, comment s'est passé le déroulement des modules et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Il faut savoir que donc ici, cette étude va bientôt être lancée. On est en phase finale de traduction de tous les modules. Et on a déjà fait une étude pilote pour
pour avoir quelques résultats sur les premières choses qu'on pouvait améliorer dans ces e-learning, et on a eu des résultats plutôt intéressants qui nous ont aidés à peaufiner les modules avant le lancement de l'étude. Donc, je vais un tout petit peu expliquer les questionnaires qu'on a sélectionnés. Donc, c'est la première étape pour répondre à nos questions sur les connaissances des thérapeutes. On en a sélectionné 4 quantitatifs. Je vais pas, enfin voilà, donc il y a le HCPERS, le Backpack, le NPQ et une vignette de Renville. Les 2 premiers questionnaires, le HCPERS et le Backpack, vont nous aider à mesurer de manière quantitative les attitudes et les croyances des prestataires de soins par rapport au mal de dos de manière générale. Le NPQ va nous permettre de mesurer la connaissance des prestataires de soins par rapport au fonctionnement de la douleur, parce que c'est un élément qui sera abordé dans nos modules. Et en dernier lieu, la vignette de Renville, elle permet de mesurer, sur base d'une petite vignette clinique, euh, voilà, ce que le praticien va donner comme recommandation à son patient en ce qui concerne l'activité et le travail. Et donc, tous ces questionnaires vont nous amener énormément d'informations sur la manière dont un thérapeute pourrait interagir avec un patient. Hop. En plus de ces questionnaires quantitatifs, on a également ajouté quelques petites questions ouvertes et des questions plus qualitatives qui vont nous permettre, sur base de cas cliniques, de comprendre aussi un petit peu mieux quels seraient les conseils des praticiens face à différentes situations. Donc, je vous ai dit qu'on était dans un design de RCT, donc on aurait en fait 2 e-learning qu'on va tester et qu'on va pouvoir comparer en termes d'efficacité, entre autres. Et donc, on les a appelés les modules e-learning expérimentaux versus les modules traditionnels. Je vais vous expliquer brièvement en quoi ils sont différents. Donc, de manière générale, nos modules se basent tous sur les guidelines donc, qui ont été développés en Angleterre et ici en Belgique. Ils vont se différencier sur la forme et sur le fond. Au niveau de la forme, dans le module expérimental, ce qu'on a voulu faire, c'est donner un maximum d'interactivité, que le module soit facile à utiliser, que la personne qui le suive puisse avoir du contrôle, donc aller en avant, aller en arrière. Il y a des voice-over qu'on peut contrôler, ça veut dire que sur certaines slides, vous entendez quelqu'un qui parle, qui vous explique du contenu, vous pouvez mettre sur play, pause, etc. On met le praticien devant et face à des situations cliniques, des exemples de rencontres entre un prestataire de soins et un patient, par exemple, pour voir comment est-ce qu'on pourrait communiquer avec le patient sur certains aspects. On utilise des métaphores, des choses qu'on peut concrètement utiliser le lundi dans son cabinet, et également des questions-réponses pour stimuler l'apprentissage. Donc c'est vraiment des modules qu'on peut résumer comme très interactifs. Par rapport au module traditionnel, on a décidé de simplement voir l'efficacité qu'aurait un module plus traditionnel. Et donc, ces modules-là sont uniquement en fait une vidéo sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. Et donc, c'est une présentation, on va dire, classique d'un cours sur les guidelines et les recommandations pour la prise en charge des douleurs de dos, mais sans aucun contrôle du participant et sans réelle interactivité. En termes de contenu, les différences vont se situer sur l'emphase qu'on va mettre sur certaines parties des guidelines. Donc, les modules autant expérimentaux que traditionnels vont tous les deux parler de tout le contenu des guidelines, mais ils vont les aborder de manière un petit peu différente. Dans le e-learning expérimental, on va mettre énormément l'emphase sur le modèle biopsychosocial, sur le fait de donner tous les outils pour rassurer son patient, expliquer comment il peut gérer ses symptômes par lui-même et comment analyser les facteurs qui peuvent peut-être participer à la chronicisation des symptômes. Et dans le module traditionnel, on va en parler aussi, mais de manière, disons, plus courte. Et dans ce module-là, on va mettre l'emphase plutôt sur la partie plus spécifique sur la reconnaissance des pathologies qui pourraient induire une douleur de dos. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu sur nos questionnaires que je vous ai présentés précédemment, si on a des différences, et selon les résultats qu'on aura, on pourra faire des hypothèses intéressantes. Donc, tous ces modules ont été créés à la base sur PowerPoint, c'était la façon la plus simple de le faire, et les modules expérimentaux ont été transformés dans ce qu'on appelle un plugin H5P ici. En fait, ils ont été transformés pour devenir interactifs. Et donc, ça a été vraiment un énorme boulot. On a dû les mettre en ligne sur le site internet de Nomad.
et utiliser H5P pour rendre ce PowerPoint vraiment interactif. Pour les modules traditionnels, c'était plus simple. On a pu simplement exporter le PowerPoint sous forme de vidéo et le placer sur le site internet. Voilà, voilà. Alors, je vais brièvement vous expliquer donc les modules maintenant. Donc, on en a développé 3. Le premier module, ça met un peu de temps à arriver. Ouais, je vais avancer les 3, voilà. Donc, le premier module s'intitule le triage et l'évaluation du patient lombalgique. Donc, dans ce module-là, on va vraiment aborder les premières choses qu'on doit faire avec son patient qui arrive au cabinet, c'est-à-dire exclure des pathologies graves qui potentiellement pourraient induire la douleur de dos, et voir quelles sont les étapes suivantes, c'est-à-dire évaluer les facteurs de chronicisation, les drapeaux jaunes. Dans le deuxième module, on aborde plutôt la prise en charge du patient. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place avec lui dans la pratique clinique selon ce qu'on aura évalué dans le premier module. Et dans le dernier module, et c'est ça un petit peu l'originalité de ce projet, on aborde plus en détail la complexité de la douleur. Parce qu'on trouvait très important pour des praticiens qui sont confrontés à des patients qui ont des douleurs, de mieux connaître en fait les mécanismes sous-jacents à la douleur, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire en clinique avec un patient qui est douloureux, qu'est-ce qu'on peut lui expliquer, et comment est-ce qu'on peut l'aider à mieux comprendre son expérience douloureuse. Et donc ça, c'est vraiment le thème du module 3. Tout cela, évidemment, en version expérimentale et en version traditionnelle. Mais il y a un détail que je n'ai pas encore mentionné, c'est qu'évidemment, on est dans 3 régions différentes pour ce projet, et donc on a 2 langues finalement. Et donc, en plus des 3 modules en 2 versions, eh bien, on a aussi à chaque fois une version française et néerlandophone, ce qui fait au total 12 modules qu'on a dû développer, traduire, valider. Et donc, ça a été vraiment un travail gigantesque et d'ailleurs pas totalement terminé. On est en phase voilà, de finir toutes les traductions. Mais ça a été vraiment un boulot titanesque avec toutes les versions des modules que nous avons mis en place. Et donc, s'est posé une autre question. Comment est-ce qu'on va pouvoir, en fait, donc je vous ai montré le design de l'étude précédemment. Comment est-ce qu'on va pouvoir randomiser et allouer les participants dans tous ces modules de manière automatique sur un site internet? Donc ça a été la grosse question. Et donc, j'ai préparé pour aujourd'hui un petit flowchart, un petit schéma qui résume un petit peu comment ça va se passer avec une vision vraiment par rapport aux 3 régions qui participent au projet. Vous voyez en fait ici que ce qui va se passer, c'est que quand on va recruter nos prestataires de soins pour suivre cette étude, on aura 3 liens principaux. Donc, vous voyez ici sur la slide le lien 1A, le lien 2A et le lien 3A. Un lien pour chaque région. C'est une première manière de différencier un petit peu les accès. Tous les participants vont donc cliquer d'une région vont cliquer sur ce lien et après avoir répondu au questionnaire de base, on saura de manière automatique si le prestataire de soins est un kiné ou est un médecin. Et chaque kiné et chaque médecin, 1 sur 2, sera alloué de manière automatique via un email ici, ou bien dans le groupe bleu, ou bien dans le groupe rose. Si vous arrivez dans le groupe bleu, vous êtes dans le suivi du module expérimental. Si vous êtes dans le groupe rose, vous serez dans le suivi du module traditionnel. Quand ce sera terminé, à la fin du dernier module, peu importe si vous êtes dans la version traditionnelle ou expérimentale, vous arriverez sur un lien final qui vous permet de répondre à nouveau au fameux questionnaire que je vous ai présenté, terminer l'étude, et nous, ça va nous permettre d'analyser toutes les données à ce moment-là. Donc, voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu la complexité de la chose. L'avantage de tout ça, c'est que toute cette étude va se passer, en tout cas pour toute cette partie-ci, en ligne. Et donc, il n'y aura presque pas d'intervention humaine, on va dire, à part les problèmes techniques. Tout va pouvoir se dérouler de manière automatique. Et ça, c'était vraiment ce qu'on désirait. Alors, pour terminer ma petite présentation sur ces modules, j'avais quand même envie de vous montrer brièvement un petit aperçu très rapide en 1 minute 30 d'un module qu'on a développé qui est le 3e module expérimental sur la douleur, pour vous montrer un petit peu tous les éléments qui sont possibles avec l'interactivité sur nos modules. Donc, je mets la slide et on va voir si ça fonctionne. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc, vous voyez là, on est sur le site internet Interreg de Nomade. Et donc là, vous ne le savez pas, mais vous avez accès aux modules expérimentaux. On va aller voir donc, le module 3 ici. On peut cliquer dessus.
Voilà, voilà. Alors, vous voyez ici qu'il y a un petit audio qu'on peut déclencher en cliquant dessus avec une indication. On peut mettre play, pause. On peut avancer dans le module avec la flèche bleue. Cliquer sur le troisième module parce qu'on est dans le troisième module ici. Les audios se lancent automatiquement de manière générale sur chaque slide. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer simplement l'introduction. Donc, vous voyez qu'on utilise des images, des métaphores. Ici, donc, on n'entend pas l'audio, mais donc on explique le contenu oralement. On peut également retourner en arrière. Voilà. On a également incrusté donc, des vidéos sur certaines slides pour garder l'attention des participants et que ce soit un petit peu plus humain. Et donc c'est pareil avec certaines situations cliniques où on peut voir des rencontres, par exemple entre un thérapeute et un patient sur une lombalgie aiguë. Et donc je vais vous montrer la fin du module parce que c'est là qu'on va voir aussi les petites questions-réponses. Donc on a des vidéos résumées du module qu'on vient de suivre. Et finalement, un petit question-réponse. Si ça vous amuse, vous pouvez essayer de répondre avant moi. Je pense que j'ai quand même répondu relativement rapidement, mais voilà. Donc, vous voyez, dans H5P, il est possible de du coup rajouter, comme ça, en plus du PowerPoint, des questions avec des scores, etc., voilà, pour rajouter encore un petit peu plus d'interactivité. Voilà, voilà. On va aller jusqu'à la fin parce que vous verrez donc le fameux lien final qui nous amènera sur la plateforme avec les questionnaires à la fin du module. Voilà, là, j'ai mis plus de temps, donc tout le monde peut réfléchir. Sinon, il faudrait aller suivre les modules. Ok. Donc 4 sur 4, c'est un bon score pour nous aujourd'hui. Et donc voilà, merci pour votre participation. Donc c'est la fin du module. Et donc pour arriver sur cette fameuse plateforme pour terminer l'étude, vous devez vous connecter avec un login ID que vous aurez reçu en fait à l'inscription à l'étude, qui est personnel et qui va nous permettre de faire vraiment un avant-après par rapport aux réponses aux questions qu'on a incluses dans notre étude. Voilà, un grand merci pour votre écoute. S'il y a des questions, je suis tout ouïe. Voilà, merci Antoine pour cette présentation et démonstration. Est-ce qu'il y a une question pour Antoine concernant ces modules e-learning? De toute façon, le meilleur apprentissage, c'est par vous-même. Donc, on vous invite tous à vous inscrire sur ces modules et à essayer de les tester. Je vais donner la parole à Amélie Pierre qui va nous présenter les résultats d'une enquête qui a eu comme but de voir dans quelle mesure la téléréhabilitation était acceptée ou non par les patients et par les thérapeutes. Et je suis convaincue qu'elle va pouvoir vous présenter des résultats plus qu'intéressants et qui vont nous permettre de peut-être évoluer dans ce domaine-là. Donc, Amélie, à toi la parole. Oui, il est coupé. Voilà. Merci. D'abord, pour vous situer le contexte de cette recherche qui s'est déroulée au second quadrimestre donc, de l'année qui vient de s'écouler, eh bien, les docteurs Buistret et Dierick ont encadré le travail de Loredana Profeta qui se trouve avec nous aujourd'hui. Qui n'a pas eu le souhait de présenter elle-même son implication dans la recherche, mais qui aura bien entendu la parole, Loredana, si tu le souhaites, tout à l'heure, ajouter, compléter des choses. Donc, concrètement, Fabien Buistret et Frédéric Dierick ont été promoteurs du mémoire de Loredana, et Loredana a réalisé cette étude quantitative sur la téléréadaptation des troubles musculo-squelettiques. Et en particulier, il a été question d'envisager les représentations, les préconceptions, les perceptions des patients et des thérapeutes. Alors ça, c'est un intérêt de ce questionnaire aussi, on va le voir, c'est qu'il s'agit systématiquement de comparer la perspective du patient et celle du thérapeute. Et donc,
je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Amélie Pierre, je suis chercheuse au Centre Force en sciences humaines et sociales. Et mon implication, à l'invitation de Fabien et Frédéric, a été de participer à la conception du questionnaire pour aider à tester de manière adéquate des représentations, puisque j'ai une formation en anthropologie et ça relève bien de ce type de questions-là. Donc voilà, mon implication est relativement annexe dans cette recherche, donc je ne voudrais pas m'en attribuer la gloire. Hein. Il y a une grande partie du travail d'analyse qui a été mené par Loredana, bien sûr sous la supervision de ses promoteurs. Voilà, en guise d'introduction, je souhaitais d'abord rendre à César ce qui était à César. Alors, donc il a été question d'interroger dans le contexte sanitaire qu'on connaît tous, ces questions de distance, de prise en charge et de technologie, telles qu'elles étaient envisagées par donc ces deux groupes cibles, patients et thérapeutes. Alors, le but étant de comprendre les représentations de chacun au sujet de la téléréadaptation, donc cette mobilisation de la technologie en vue d'exercer une pratique de soins. L'hypothèse étant, dans cette recherche, qu'il y avait potentiellement une meilleure acceptation de la technologie par les thérapeutes et en particulier par les plus jeunes thérapeutes. Voilà, hypothèse de départ. La conception du questionnaire a été formulée sur base de la recherche de Cranen et également celle de Fishben et Hazen. Et en l'occurrence, elle se constitue comme suit. D'abord, tant pour les patients que pour les thérapeutes, on a des informations sociodémographiques sur ces populations et ensuite toute une partie sur l'évaluation de la téléréadaptation. Il y a eu et là je tiens à le souligner de la part de Loredana, une implication très grande pour recruter des patients par voie de mail, Facebook, affiches avec QR code, etc. Donc, très rapidement, un nombre important de répondants, 233 répondants, 144 thérapeutes, 89 patients. Et ont été isolés les patients souffrant de troubles neuromusculo-squelettiques et des thérapeutes qui soignent des patients de ce type. Alors là, je vous avoue que je suis un peu embarrassée parce que je n'ai accès qu'à des toutes petites versions des slides et c'est peut-être simplement dû à ce que moi j'ai cliqué comme accès. Donc j'ai le mode galerie. Donc c'est normal quand... Mode gris, non. Tu es en mode présentateur, c'est ça? Oui. Normalement, tu peux le désactiver, je pense, dans les options qui sont... Et Moi, alors, là, je n'ai plus le contrôle, donc je ne peux pas le faire. donc je peux faire si je fais arrêter la présentation, je te rends le contrôle? Non, là, tu vas tout quitter, je pense. Ok. C'est simplement parce que je ne parviens pas bien à lire ce qu'il a indiqué sur les slides du coup. Ah voilà. Là, j'ai pris moi le contrôle. Si tu veux, Parfait. et j'avance les slides comme ça, tu l'as en grand. Parfait. Voilà. Parce que sinon, c'était vraiment trop petit. Je ne parvenais pas à lire les intitulés des questions. Donc ici, les analyses statistiques qui ont été réalisées par Loredana. J'accepterai donc l'item étant, j'accepterai d'être pris en charge, de prendre en charge mon patient par au moins un moyen de téléréadaptation dans le cadre des troubles neuromusculo-squelettiques. Alors, concrètement, déjà, on voit le taux de désaccord étant plus important chez les thérapeutes. Alors, ici, en l'occurrence, ça concerne la pertinence de la téléréadaptation pour le travail. Et on voit dans les deux items que les patients vont être plus favorables. Alors là, je suis désolée, à nouveau, je lis très très mal. Je n'ai pas du tout pensé à ça en faisant les slides, à les agrandir, parce que la téléréadaptation me semble être une alternative favorable pour la prise en charge des TMS. À nouveau, on a une perspective plus défavorable des thérapeutes que des patients.
Deuxième item, je suis favorable à la téléréadaptation uniquement en complément de séances en présentiel. Ici, voilà, on voit quand même qu'il y a une certaine unité par rapport à la question de la complémentarité et de l'importance du présentiel. Même si à nouveau, il y a une légère réticence des thérapeutes qui est supérieure, une réticence qui est légèrement supérieure, pardon. J'accepterai d'être pris en charge, de prendre en charge mon patient. Je suis désolée. Est-ce que quelqu'un peut lire Oui, je vais le faire. J'accepterai d'être pris en charge, de prendre en charge mon patient par au moins un moyen de téléréhabilitation dans le cadre des TMS. Voilà, ici, à nouveau, hein, des thérapeutes plus défavorables, pas d'accord ou plutôt pas d'accord. Item suivant, je suis favorable à la téléréadaptation en remplacement complet des séances en présentiel. Voilà, de manière équivalente à la dia précédente, hein, on a quand même une tendance générale des deux publics, des deux populations, pardon. Je serais prêt à faire passer, à payer le plein tarif, pardon, ou à payer le plein tarif pour la prise en charge de TMS par téléréadaptation. Ici, on a quelque chose de relativement similaire, mais donc la question, effectivement, devait être posée puisque ça peut faire partie des freins à l'usage de cette technologie. J'ai l'intention d'utiliser la réadaptation pour la prise en charge de mon TMS, du TMS de mon patient. Ici aussi, on a donc entre jamais et occasionnellement, on a une plus grande réticence des thérapeutes à nouveau. Et pourtant, la contradiction qui est présente, c'est qu'il y a une perception de la TR comme étant considérée comme utile. Premier item, la téléréadaptation rend la prise en charge des TMS moins agréables. Là, en l'occurrence, il y a un accord. Il y a un accord sur le fait que ce soit moins agréable. Question suivante. Alors, à nouveau, je suis désolée, c'est vraiment un petit peu trop petit. Je n'ai pas du tout anticipé que les dias... Je pense que mon TMS ou le TMS de mon patient pourrait être totalement soigné suite à des séances de téléréhabilitation uniquement. Voilà, donc totalement. Il y a évidemment une grande réticence chez les thérapeutes. Par contre, chez les patients, un petit peu moins. Question suivante, je vais parvenir à la lire parce qu'ici elle est un petit peu plus grande. Je pense que la téléréadaptation serait bénéfique pour le traitement de mon patient. Ici, il y a une prise en compte d'un caractère bénéfique, plus important à nouveau chez le patient. Et enfin, je pense que la téléréadaptation Pourrait améliorer l'efficacité de mon traitement et du traitement de mon patient. Parfait. Merci beaucoup, Antoine. Alors, la question qui a été posée à la suite de cette étude, c'est dans quelle mesure la question de la téléréadaptation mériterait d'être portée dans le cadre de l'enseignement. Ce qui est mis en évidence, c'est des patients qui sont plus favorables que les thérapeutes. Une téléréadaptation qui est, selon la littérature efficace, mais des difficultés en particulier avec l'acceptabilité. Et alors une hypothèse qui a été mise en évidence aussi, c'est d'une part les questions de représentation du métier de thérapeute, toutes les questions de la proximité, du lien social, du toucher, de la présence du corps, du toucher du corps. Ça, c'est dans un premier temps, mais aussi potentiellement une crainte de la part d'un corps professionnel de voir éventuellement une pratique qui échappe à la maîtrise par le corps professionnel. Donc, que devient l'expertise du thérapeute si le suivi peut être fait à distance, parfois du coup avec une intervention beaucoup moins importante. Voilà, l'hypothèse en termes de difficultés d'acceptation ici, mais évidemment qui n'ont pas été testées. Également, inévitablement, la téléréadaptation qui est conseillée aux personnes qui habitent dans des endroits isolés. Et ça, on l'a vu aussi au moment du Covid, le fait que
par le corps professionnel, ça avait une certaine utilité de mobiliser cette technologie dans la situation de crise sanitaire. Et enfin, d'autres questions comme à quel moment ça peut être pertinent avec ces patients ou avec quels patients, lors de la première séance, lors de la séance d'anamnèse, durant les séances au cours desquelles il y a la répétition de certains exercices, etc. Voilà. J'en ai terminé pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si Loredana, tu as envie d'ajouter autre chose. Et excusez-moi pour le caractère brouillon des slides. Vraiment, je n'ai pas anticipé le fait que ce serait réduit sur mon écran. Pas de souci, pas de souci. J'ai commencé par dire que tu allais parler de la recherche qualitative alors que c'est un autre projet, donc voilà, je pense un balle au centre. Je vais peut-être d'abord voir si Loredana aurait envie de rajouter quelque chose par rapport à cette, quand même, je pense, étude très innovatrice et très pertinente parce qu'on a été quand même confronté, on a dû être confronté à ça et qu'on voit que ça peut apporter des belles choses, mais qu'il y a quand même beaucoup de réticences. Ou d'autres professionnels. Je vois qu'il y a d'autres professionnels de santé qui sont présents ici. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous êtes favorable à une approche de téléréhabilitation? Oui, Renaud? J'ai peut-être une question, oui. Dans les patients qui ont été, à qui on a posé les questions, est-ce que ces patients avaient déjà eu de la kiné avant? Ou quel type de kiné ils avaient déjà eu? Loredana, est-ce que je te laisse répondre? Elle est à l'escalade, en fait, apparemment. Ah, ok. C'est des patients qui étaient en suivi. C'est des C'était patients en suivi? voilà, qui suivaient ou qui avaient suivi un... excusez-moi, moi je suis anthropologue et donc les termes Non, mais techniques pas très clair. parfois m'échappent, Un qui avaient traitement. eu un suivi ou qui étaient suivis pour des problèmes de TMS. Ok. Mais on ne sait pas de quel type de traitement ils suivaient, si c'était quel type de pathologie, est-ce que c'était des patients plus jeunes, moins jeunes, des patients chroniques, enfin, etc. C'était pour voir un peu, pour cibler un peu les réponses, puisqu'il y a quand même une grosse différence. On a déjà vu ça ce matin hein, entre les réponses des patients et les réponses on va dire des kinés, ce qui est assez étonnant et pas étonnant à la fois parce que on peut voir que là aussi j'aurais quelques questions concernant les thérapeutes, quel âge ils avaient, hein, parce que ça aussi, quand on est à l'âge, on va dire du thérapeute geek ou bien du thérapeute, on va dire hein, plutôt dinosaure. C'est vrai qu'il y a peut-être, on va dire là aussi, on va dire un point de vue qui peut être différent. Donc voilà, enfin, toutes ces petites questions. Maintenant, il faut peut-être lire le mémoire. Alors, merci pour ces questions. Loredana est en train de répondre sur le chat. Son micro n'est pas activé. D'abord, pour les problèmes de TMS, c'était surtout des MS et lombalgie, mais je pense qu'il y a eu, au début du questionnaire, mais ça, Loredana, il faudrait que tu confirmes, le patient devait cibler la zone en particulier, je pense, mais je ne suis pas certaine. Par contre, pour votre question au sujet de l'âge, les patients étaient généralement plus âgés, mais on avait une grande variété dans les âges des patients et des thérapeutes. Et c'était l'hypothèse de départ était effectivement la même que la vôtre, à savoir que c'est l'âge du thérapeute qui influençait des représentations négatives envers la téléréadaptation, mais ça a été infirmé par les questions. Et ça, on pourrait y revenir plus précisément parce qu'il y a énormément d'analyses statistiques qui ont été faites. Et alors, on pourrait trouver des graphiques pour le comparer, mais ça a été surprenant de voir qu'en fait, l'âge n'était pas l'élément principal. Je pense encore toujours qu'un questionnaire a beaucoup de bien à apporter, mais aussi ses limites et qu'on veut creuser dans le comportement des thérapeutes. Je pense qu'une interview serait plus pertinente parce que c'est pas toujours oui-non. Il y a des patients chez qui on peut très bien faire une consultation par téléphone, par exemple un patient lombalgique.
pour voir un premier triage par téléphone, pour voir s'il faut l'envoyer en urgence ou pas, ou si on peut déjà le rassurer par téléphone sur base des symptômes, alors qu'il y a d'autres patients qu'il faut vraiment voir. Si on suspecte une fracture et qu'on a envie de tester soi-même, ça n'est pas possible à faire par téléphone. Donc, je pense que le problème de cette enquête, ou des enquêtes en général, pas spécifiquement évidemment celle-ci, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité d'entrer en nuance en fonction des patients qu'on a devant soi ou en fonction des patients qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est peut-être à prendre en compte pour les prochaines études. Entièrement d'accord avec toi, Nathalie. Alors moi, je suis effectivement une fervente défenseuse du Kali, ou en tout cas de l'articulation quanti-Kali, parce que je trouve que ça devient très très riche à ce moment-là aussi. On a essayé dans la formulation des items d'être les plus nuancés possibles pour éviter justement qu'on ait des réponses qui aillent trop dans ce type de direction. Mais inévitablement, c'est le danger de ce questionnaire. Loredana confirme qu'effectivement, il y avait la possibilité pour les patients de cibler des zones et on n'a pas été jusqu'à des régressions où on a croisé des éléments particuliers comme Renaud, vous questionnez cet élément-là, ni en termes de moments d'intervention, des raisons d'intervention, etc. Mais évidemment que ça a beaucoup de sens pour la téléréadaptation. Maintenant, je pense que voilà, ne me comprenez pas mal, ce genre d'évaluation est super intéressant dans un premier pas et que peu importe, je dirais, l'étude qu'on fait en premier lieu, il y aura toujours des études à faire en suivant. C'est pour ça qu'on reste motivé jusqu'à 75 ans pour faire de la recherche parce que chaque étude nous apporte d'autres questions plus que des réponses. Mais je vais donner la parole à Félix. Oui, je voulais revenir vis-à-vis de l'âge, juste par curiosité. Donc, c'était pas significatif l'effet de l'âge spécialement sur ces comportements-là. Mais est-ce qu'au niveau des résultats, c'était quand même cette tendance-là? Est-ce que c'était plus les kinés plus âgés qui avaient plus de refus ou les plus jeunes? Ou est-ce qu'il y avait quand même des différences entre entre les plus jeunes et les plus âgés en matière de kiné, je veux dire? Et là, Loredana, est-ce que tu saurais répondre? Parce que j'avoue que je n'ai plus cet élément-là à l'esprit. Et il me faudra un peu de temps pour retourner dans les résultats du questionnaire et je vous ferai perdre du temps. Donc, je vais attendre peut-être un petit peu, voir si Loredana nous répond. Et du coup, ma deuxième question, tant que j'y suis, si ce n'était pas l'âge qui expliquait ces différences, est-ce que vous avez trouvé un autre facteur éventuellement qui pourrait l'expliquer? Alors, on n'a pas trouvé d'autres facteurs, mais les hypothèses vers lesquelles on allait au vu des résultats étaient réellement la question de la représentation du métier. Là où le patient avait peut-être davantage d'ouverture et potentiellement aussi au vu de la situation sanitaire, le fait que les consultations avec le médecin se passent par voie téléphonique, qu'il ait une ouverture à ça, le fait que effectivement tout un tas de pratiques qui se sont faites à distance et qui ont ouvert les représentations des patients. Et qu'éventuellement les thérapeutes avaient de leur métier une volonté de préserver peut-être une expertise et la qualité d'une intervention qui n'était peut-être pas vue par le patient, où le patient fait du yoga en ligne et n'envisage pas combien c'est important de se faire corriger par le professeur de yoga. Voilà, je prends une métaphore. Et en l'occurrence, le professionnel sait combien ça va être important d'être présent pour vérifier que l'exercice est fait correctement, par exemple. Voilà, c'est les hypothèses vers lesquelles on allait, mais qu'on n'a pas du tout testé. Et alors, donc Loredana répond à votre question, il y avait vraiment peu de différence au niveau des pourcentages. Et pour faire la différence entre les deux, je me suis basée sur les différentes générations. Et donc, Baby Boomer et Génération Y, oui, effectivement, ça a été l'optique, c'est de classer en fonction des différentes générations. Voilà. Après, Nathalie, je te rejoins entièrement. Concrètement, je trouve que c'est déjà fort ambitieux pour un mémoire d'étudiant de fin de master. Je trouve que ça a été vraiment gai aussi de collaborer. Moi, j'ai beaucoup aimé réfléchir à ce questionnement-là, justement dans cette situation de crise. Par contre, c'est sûr que l'étape suivante, c'est de comprendre les représentations réellement par la voie d'entretien, mais aussi de cibler particulièrement quel type de suivi, quelle durée de suivi, quel type de traitement, etc. Tout à fait, mais je pense qu'on peut tous applaudir Loredana pour ce beau travail. Et merci Amélie d'avoir eu le courage de présenter les résultats. C'est toujours compliqué, je trouve, de présenter les résultats de quelqu'un d'autre, mais ça nous a permis de nous éclaircir sur ce sujet-là, qui est un thème quand même que je pense intéressant et qui le sera de plus en plus.
Je vais donner la parole à Renaud par rapport à la dernière présentation, et peut-être par rapport à quelque chose qui est aussi très intéressant à essayer d'envisager dans nos formations ou dans notre raisonnement clinique. Renaud, à toi. Oui, donc bonjour. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis dans le projet Nomade depuis, on va dire depuis le début, puisque avant qu'il commence, on était déjà avec l'équipe à réfléchir à ce projet. Donc j'ai plusieurs casquettes de clinicien, de chercheur, et puis aussi je vais dire d'instructeur, de professeur en thérapie manuelle. Donc, c'est ça qui m'a un peu guidé vers ce que je vais vous proposer là maintenant. Donc, c'est un jeu, en fait, un jeu pédagogique sur le raisonnement clinique. Donc, le raisonnement clinique, juste une petite définition, il peut être défini comment? Il peut être défini simplement comme on va dire un processus de réflexion d'enquête, d'analyse qui est menée par un professionnel de la santé en collaboration, ça c'est important, en collaboration avec le patient pour le comprendre. Donc, comprendre le patient, comprendre le contexte du problème du patient, comprendre en fait le problème, on va dire tout ce qui concerne la clinique, et tout ça naturellement dans un contexte EBP-EBM. Désolé pour le bruit, c'est la sonnette. Donc, en fait, le raisonnement clinique, c'est pas une recette, c'est vraiment un mode de pensée, un mode de réflexion. Et donc, un mode de réflexion qui doit vraiment amener le thérapeute à réfléchir, en fait, au patient de manière très individuelle. Et donc, très individuelle, c'est-à-dire en utilisant le raisonnement clinique. Donc, mes conclusions un peu sur ce que j'ai pu voir dans ma vie, on va dire, d'instructeur, c'est que c'est vrai que le raisonnement clinique, il est vraiment, je dirais, très peu enseigné. C'est vraiment pauvre et c'est vrai qu'il est surtout, on va dire, compris, enseigné ou, on va dire, mentalisé un peu, si on peut utiliser ce terme-là, par les gens qui donnent cours de manière très implicite. Ils en font, mais sans vraiment toujours le structurer, sans vraiment, même des fois, comprendre ce qu'ils font. Et donc, on n'a pas assez d'explications sur le raisonnement clinique. Donc, le problème aussi, c'est que beaucoup utilisent du raisonnement clinique qu'on va appeler diagnostic. Et comme on le sait, quand on utilise simplement un raisonnement clinique diagnostique, ce raisonnement clinique, il est trop limité en fait, souvent par rapport au type de problème, par rapport au type de traumatisme, au type de pathologie du patient. Il n'est pas assez ouvert sur la problématique très 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 complexe qu'est un patient en fait. Donc, comme on ne prend pas assez de temps en fait pour l'enseigner, souvent on pense l'enseigner sans réellement l'enseigner. Donc, il y a vraiment un manque de cadre aussi pour ce raisonnement clinique. Et donc, il y a vraiment un réel besoin en fait, finalement, en conclusion, d'enseigner un raisonnement clinique qui serait un tout petit peu mieux structuré. Donc, c'est un véritable challenge en fait que d'arriver à organiser ça dans un enseignement et donc d'améliorer en fait surtout, on va dire, l'entraînement des étudiants et de réserver un peu plus de temps justement pour cet enseignement du raisonnement clinique en kinésithérapie. Alors j'espère que cette vidéo... Une femme de 38 ans ne présentant aucun symptôme préalable fait Attends, une... Renaud, tu n'as pas pris le contrôle de ma présentation en fait. Pardon? En fait, on voyait pas tes slides avancer, mais je pensais que tu étais toujours sur la première. Est-ce que tout le monde voit la première slide là pour l'instant? Oui. Oui, c'est ça. Ok. Renaud, t'as pas pris le contrôle du bon truc, je pense. Ah voilà. Voilà. Ah voilà, là on voit. Je vais pas reprendre les slides, je suppose que vous m'avez compris. Oui, on t'a compris. On t'a compris. Désolé. Mais je me disais que c'était pas normal. J'étais pas sûr, j'ai pas osé t'interrompre.
Conception orale, Attends, tabagisme. Une femme, je vais remettre la télé là. une femme de 38 ans ne présentant aucun symptôme préalable fait une thrombose veineuse profonde. Vous me dites quoi? Contraception orale, tabagisme, diabète, obésité. Où voulez-vous en venir? Une thrombose, c'est une thrombose. On la met sous héparine pour éviter d'autres caillots. C'est quoi le grand mystère? Bien, je vois que vous dormez, je vais vous aider. Elle n'a que 38 ans. Elle est trop jeune de 20 ans pour faire une thrombose veineuse profonde. J'ai traité une gamine. Donc, Une vous avez femme de reconnu notre ami Dr Rose, que tout le monde connaît, je suppose. Vous avez tous vu ces épisodes. En fait, le Dr Rose, qui est le king du raisonnement clinique, hein, puisqu'il nous le balance pendant tous ces épisodes, il utilise en fait deux stratégies de raisonnement clinique. La première, c'est vraiment le raisonnement clinique qu'on va appeler le fast thinking, donc vraiment le raisonnement clinique qui est basé en fait sur son expérience, sur la mémoire de tout ce qu'il a déjà vécu, hein, qu'on va appeler un raisonnement clinique qui sera non analytique. Donc, il ne va pas réellement, entre guillemets, réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Il a des flashs. Hein. Donc, comme il dit ici dans ce petit extrait, il a des éléments en fait dans son raisonnement qui vont venir très rapidement court-circuiter pas mal de choses et lui donner des indications et le conduire dans on va dire, vers un diagnostic assez rapidement, fast thinking. Ses adjoints, par contre, vont utiliser, et c'est ça qui sera intéressant, un raisonnement beaucoup plus lent mais pas inintéressant, qui sera construit selon une génération d'hypothèses qu'on va appeler hypothético-déductif. Donc, ils vont déduire à partir de tous les éléments cliniques des hypothèses et ils vont construire en fait le raisonnement clinique grâce à ça. Donc, ces deux éléments, donc ces deux stratégies d'application du raisonnement clinique, tiens, il y a du français là-dedans, ça sera le fast thinking d'un côté et le slow thinking de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un raisonnement clinique qui sera lié, on va dire, à l'expertise du thérapeute, à sa mémoire, à son expérience, hein, chez les experts, rapide, et un raisonnement beaucoup plus déductif, plus lent, plus analytique, où ils vont devoir analyser justement tous les éléments contextuels et cliniques du patient. Naturellement, l'expert, quand il se trompe, et c'est ça qui est intéressant, va revenir en fait sur cette approche beaucoup plus lente, sur cette approche du slow thinking et justement de la manière de ce raisonnement clinique, de cette manière hypothético-déductive. Et c'est justement là où ce jeu va être intéressant parce qu'il va se baser justement sur toute cette approche hypothético-déductive qui est vraiment la méthode de choix qui est utilisée, on va dire, quotidiennement dans l'éducation au niveau médical et pas assez au niveau de la kinésithérapie. Nos hypothèses, hein, donc tout ce qui est hypothétique-déductif, on va les utiliser justement à partir de l'examen subjectif. Et cet examen subjectif, il va avoir plusieurs étapes. Hein, le problème principal, le site de douleur, l'histoire du problème, le comportement des symptômes, quelques questions spéciales, et puis toute la planification en fait de l'examen physique. Cet examen subjectif va nous conduire en fait à générer différentes hypothèses, donc 10 catégories, 10 familles d'hypothèses. La première famille d'hypothèses, c'est tout ce qui est capacité, restriction, les perspectives du patient, les sources des symptômes et dysfonctions, le type de douleur, la pathologie, tout ce qui est déficience au niveau de la fonction et de la structure, les facteurs contribuants, les précautions, les contre-indications au traitement, la gestion du traitement et le pronostic. Il faut rajouter une chose, c'est que ces catégories d'hypothèses sont vraiment quelque chose de très dynamique. Hein, les catégories d'hypothèses que vous voyez aujourd'hui ici peuvent très bien évoluer. Et donc, en fonction on va dire, de notre expérience clinique, de l'expérience de la recherche aussi. Hein. Ces catégories, naturellement, vont évoluer. Quand on se base sur elle se base sur les travaux d'un Australien qui s'appelle Mark Jones. Et quand on revient en arrière, 20 ans, 30 ans en arrière, on voit que les catégories d'hypothèses à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Dans les grandes lignes, oui, mais elles ont évolué en fonction, on va dire, de l'expérience
au niveau de l'enseignement, de l'expérience au niveau de la clinique, de l'EBM, l'EBP naturellement. Et c'est vrai que tout ça fait en sorte qu'on a vraiment quelque chose qui est très dynamique en fait dans la réflexion. C'est pas quelque chose de figé, hein. Donc on peut le voir que c'est vraiment un mode de pensée qui est en fait très ouvert. Donc notre jeu, hein, pour arriver à ce jeu de manière assez pratico-pratique, il est assez simple. Donc vous pourrez aussi trouver les règles si vous regardez ce QR code. Les règles sont sur le site de Nomade. Donc on propose en fait aux étudiants un cas clinique. Cas clinique, c'est, comme je le disais aussi ce matin, soit les étudiants viennent avec un cas clinique, soit nous, on propose un cas clinique. On peut leur proposer un cas clinique sous forme d'une vidéo aussi. Vraiment, tous les moyens sont bons. À partir de ce cas clinique, les étudiants vont... attendez, j'arrive. Les étudiants vont en fait décliner toutes les informations qu'ils ont eues dans ce cas clinique, dans les catégories, dans ces familles d'hypothèses. Bon, désolé, le jeu, là, j'ai le même souci que pour la présentation précédente, c'est un peu petit. C'est vrai qu'on ne voit pas trop fort. Mais je vous ai déjà cité les catégories, les familles d'hypothèses avant. Donc, ce sont exactement les mêmes qui sont reprises ici sur ces cartes. Et donc, vous voyez, je les ai sur les photos ici. J'ai ouvert le jeu. Et donc, dans chaque famille d'hypothèses, il y a différentes cartes, justement, où les étudiants pourront aller inscrire leur... je vais arriver plus vite. Hop là, zut. Oh, il manque une dia, c'est pas grave. Moi, j'ai une dia ici. Vous la voyez, celle-là, ou pas? Il n'y a rien sur votre écran? C'est blanc. Elle apparaît dans le fond ici, je la vois, mais Non, elle est blanche. On voit qu'une slide totalement blanche. Ah, c'est bon. On voit. Là, on le voit, oui, mais j'avais écrit en fait toutes des hypothèses. C'est pas grave. Donc, sur ces cartes, on peut écrire, hein, par exemple, ici, vous avez rapidement un patient qui est, on va pas le refaire ensemble, mais par exemple, il a un problème, on va dire, de cervicalgie. Sur la carte, par exemple, sur la structure, puisque sur les hypothèses, je vais revenir sur les hypothèses rapidement. Ça va être plus facile à comprendre ici. On a par exemple source des symptômes aux dysfonctions. On peut écrire dans la famille. C'est plus rapide quand je l'ai devant moi. Dans la famille qui se. Normalement, si tu veux. Pardon? Je vois que c'est la slide 55, là où tu as les exemples. Ici sur la carte 55. Ok, ça va. Ah ouais, mais vous ne la voyez pas, hein? Elle est blanche, ouais, c'est étonnant. Ouais. Ouais, elle est blanche, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Bon. Tu veux que je partage mon écran sur cette image-là? Ouais, ça serait peut-être mieux parce que là, j'avais tout noté en fait. Ça va, je vais faire ça, ce sera plus simple pour toi. Ouais. Partage vite mon écran. Oui, hop, je vais vite partager mon écran. Voilà. Voilà, et là, normalement, tout le monde voit. Voilà, mais en mode diapo. Ouais. Ah non, ça marche pas, ça, évidemment. Ça marche pas. Bon, enfin, soit. Donc, vous voyez, par exemple, si vous l'agrandissez un petit peu, hop, on est reparti. Ouais, ça revient, excuse-moi. Youp. Voilà, je vais l'agrandir. On le voit là? Ouais. OK. Donc ici, par exemple, on a la body chart du patient, on a la description qui a été faite par un texte, hein, ça peut être oral aussi, et on a toutes je les ai inscrites là au-dessus. J'avais pas encore les belles cartes de Nomade à l'époque, hein. Par exemple, on a le type de douleur. Les étudiants peuvent se poser la question, est-ce que c'est une douleur qui est de type nociceptif? Est-ce que c'est neuropathique? Quelles seraient les informations
qui sont données dans le cas clinique pour, on va dire, valider ou pas l'aspect nociceptif, quelles seraient les informations pour valider ou pas l'aspect neuropathique? Est-ce que, par exemple, si on regarde au niveau de la source des symptômes, comme je disais, hein, ben on a douleur cervicale, est-ce qu'on a des éléments pouvant amener une réflexion sur par exemple une origine thoracique? Est-ce que c'est l'épaule du patient qui pourrait être à l'origine de la douleur? Pour le site, par exemple, ici numéro 2, est-ce qu'on pourrait avoir une origine provenant du coude? Est-ce qu'on pourrait avoir une origine provenant du poignet? Donc tout ça sont des éléments que les étudiants vont devoir inscrire en fait sur ces cartes qui sont donc effaçables après ça. Ils peuvent en fait entre eux, parce qu'on peut le faire en mode individuel, mais aussi on peut le faire sous forme de groupe. Ils peuvent discuter de leurs hypothèses et justement ils peuvent arriver à une conclusion aussi par rapport à cette, on va dire, à cette catégorie d'hypothèses, si on prend cette famille, les types de douleurs, sur, on va dire, la carte qu'on va appeler atout. Hein. Quel est finalement, en fait, le type de douleur sur lequel on se met d'accord pour dire que notre patient a comme hypothèse plutôt ce type de douleur-là. Donc, on peut le voir, tu peux continuer, Antoine, que c'est vraiment un jeu qui sera très, très dynamique, hein, très actif, très open mind, donc ils vont vraiment fonctionner sans barrière en fait. Clic. C'est une approche assez, donc de l'enseignement assez didactique, où tu peux toutes les mettre, hein, Antoine. Au niveau du systématique, au niveau du raisonnement clinique, on amène en fait l'étudiant à penser comme on va dire comme un expert, puisque l'expert est passé par ce stade-là quand il était, on va dire, jeune clinicien, et que finalement, c'est l'avantage de cette approche, c'est que si on parvient bien à structurer sa pensée, on parvient bien à, on va dire, à mémoriser ces cas, et tout doucement, c'est ce novice qui démarre du stade hypothético-déductif va être amené à réfléchir beaucoup plus vers, on va dire, comme un expert, c'est-à-dire vers le raisonnement fast thinking. C'est un jeu qui permet aussi justement d'avoir des feedbacks entre les étudiants, mais aussi avec le professeur qui est naturellement pas loin et qui peut les guider vers la réflexion. C'est aussi un jeu qui permet aussi de s'auto-évaluer, dans le sens où j'ai réalisé un cas clinique, je mets à plat mes familles d'hypothèses et ça me permet de voir où il y a des manques aussi. Ça me permet de voir où ma communication, par exemple, avec le patient a été assez pauvre, puisqu'il me manque des éléments. Ça me permet aussi de voir que ces éléments peuvent être gagnés plus loin, hein, puisque cet examen l'examen subjectif où on va générer des hypothèses va conduire vers l'examen physique. Est-ce que ces éléments-là qui me manquent peuvent être donnés par l'examen physique? Hein, donc, ce sont en fait des éléments qui vont pouvoir s'ouvrir sur la réflexion et donc on va pouvoir auto-évaluer. C'est aussi naturellement un jeu qui permet d'intégrer tout le modèle de la CIF, hein, qui est un modèle qu'on utilise naturellement beaucoup et qui permet justement de prendre en considération le patient dans sa globalité. Donc on le voit, je ne sais pas s'il y a encore une dia après, voilà, que c'est à votre tour de jouer. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez, on va dire, assez simple, comme je l'avais dit aussi ce matin, parce qu'il permet vraiment de s'adapter aussi au niveau on va dire, de la personne qui joue. Si on prend des étudiants assez jeunes dans leur parcours de kiné, par exemple, on peut très bien envisager des cas cliniques sur lesquels on a inscrit toutes les familles d'hypothèses et inscrit les différentes hypothèses et que eux n'aient qu'à, entre guillemets, qu'à les classer dans un premier temps. Et au fur et à mesure qu'ils vont évoluer dans leur vie, on va dire, d'étudiants vers la sortie, hein, vers le stade, on va dire, de thérapeute, de diplômé, on va enlever un maximum d'informations sur ces cartes, voire, quand on est clinicien, par exemple, n'avoir en fait que des cartes blanches et où l'on n'a même pas
marquer les familles d'hypothèses. Donc, ça peut aller, on va dire, pour les participants vraiment de novices vers des experts, on va dire, avertis. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut très bien demander, par exemple, de faire le chemin en inverse, c'est que l'expert qui utiliserait le fast tree zoning, on pourrait très bien lui demander, grâce à ce jeu de cartes, d'expliquer, en fait, de revenir en amont sur sa réflexion. Et donc, à ce moment-là, de coucher, on va dire, sur le papier, c'est-à-dire sur les cartes, toutes les informations qui l'ont conduit ou qu'il a peut-être fait de manière très, très automatique vers cette réflexion. Donc voilà la présentation du jeu. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi, Renaud, et, de nous illustrer sur ces fameuses cartes blanches. J'ai toujours peur quand on me donne carte blanche. Y a-t-il des questions, des suggestions par rapport à la présentation de Renaud? Pas tout de suite. Renaud, est-ce que tu as déjà des expériences de retour d'étudiants qui ont apprécié ou non, ou qui ont pointé des choses? Expérience de deux manières, parce que là, je vous ai présenté le jeu qu'on peut utiliser en cours, mais moi, je l'ai utilisé aussi à l'examen. Souviens-toi, Antoine. Et c'est vrai que ça peut être intéressant donc, de présenter aux étudiants simplement une body chart et les cartes, et avec une body chart présentée et les cartes, ils doivent construire en fait tout leur raisonnement clinique à partir de là. Et par exemple, là, la body chart est un exemple, on va dire, assez limité dans la description du cas clinique, mais justement, c'était voulu, puisqu'à partir de là, justement, comme je disais, il y a les manques aussi, donc ils peuvent greffer en fait toutes leurs hypothèses et toutes les projections qu'ils peuvent avoir aussi en mode hypothèse. Au cours aussi, on l'a utilisé avec Antoine, hein, on a fait une après-midi là-dessus avec des étudiants qui étaient déjà diplômés, donc des étudiants en thérapie manuelle, et on les a mis par groupe on va dire de 5 en moyenne, et dans ce groupe, il y en avait un qui jouait le patient. C'est toujours très facile d'avoir chez les étudiants des patients, et les 4 autres étaient les thérapeutes et devaient justement poser les questions, donc faire tout l'examen subjectif, pas l'examen physique, vraiment que l'examen subjectif, et à partir de là, ils devaient sur leur table dessiner leur cas, c'est-à-dire remplir toutes les familles d'hypothèses. Et donc l'expérience a été assez positive. Donc, grâce à Antoine, on a pu leur faire répondre à un questionnaire, et le feedback était vraiment très très positif, puisque quand on commence à décrire et à utiliser un jeu, il faut déjà savoir avoir un feedback sur est-ce que finalement est-ce qu'on aime bien y jouer, hein? Simplement, est-ce que c'était sympa? Est-ce que c'était intéressant d'avoir une autre manière de voir les choses? Est-ce que l'outil, hein, cette variabilité, on va dire, dans les outils utilisés au niveau pédagogique, on sait que c'est important. Est-ce que ça les branchait? Et c'est vrai que ils ont assez bien aimé ça. Et puis bon, il y avait différents items aussi qui étaient proposés dans les questions. Mais je dois dire, en grande moyenne, c'était ça qui était ressorti. C'était vraiment sympa, interactif. Et à la suite on va dire, de leur travail par table, on leur a demandé de présenter, en fait, on a fait des photos de la table sur lesquelles il y avait tous les éléments donc, de raisonnement clinique, de famille d'hypothèses. Et donc, ils ont présenté chaque fois au groupe, aux autres, leur cas clinique et les familles d'hypothèses qu'ils avaient développées. Donc, ça permettait aussi d'avoir une interaction avec tous les autres groupes qui n'avaient pas vu qui n'étaient pas à leur table. Donc, ouais, c'est positif. Mais comme je disais, première étape, on y est, hein, c'est-à-dire toute la description du jeu, on va dire la réflexion sur le jeu. Et la deuxième étape, mais c'est ce qu'on voudrait maintenant, on voudrait y arriver, c'est-à-dire c'est toute l'analyse en fait de ce jeu, vraiment l'analyse. Finalement, est-ce que c'est intéressant d'utiliser ça plutôt qu'autre chose? Est-ce qu'ils en sortiront quelque chose, et est-ce que ça sert à quelque chose? Donc vraiment de voir un peu donc toute l'évaluation, on va dire, du jeu. Voilà. Et si
parce que, je te coupe, pardon, mais compliqué parce que le raisonnement clinique, c'est toujours sous forme de points d'interrogation. Et donc, comment évaluer si c'est une bonne ou une mauvaise hypothèse? Donc, il faut vraiment rester ouvert parce qu'en fait, le but du jeu, c'est vraiment de générer des interrogations. Plus il y a d'interrogations, je dirais, entre guillemets, mieux c'est. Donc, c'est très difficile de dire toi, tu as bien fait, toi, tu as mal fait. Finalement, c'est un peu comme à l'école des fans. Ils ont tous bien fait à partir du moment où ils ont pu coucher sur le papier, sur les cartes des informations, à partir du moment où ils ont pu vraiment réfléchir. Et c'est ça qui est important dans je dirais, dans la participation active de l'étudiant, c'est qu'il doit vraiment avoir un effort je dirais, d'action, action-réaction. Mon expérience avec les étudiants, c'est on leur fait faire je dirais, du raisonnement clinique, on leur montre des cas cliniques et la réflexion des étudiants, c'est toujours oui, oui, j'aurais fait la même chose, oui, oui, je sais, oui, oui. Mais quand on leur demande vraiment de le faire, c'est là où on voit leurs limites. Et donc ça, c'est vraiment un chouette outil parce que ça permet de voir que bon, il y en a qui réfléchissent pas des masses, quoi. Donc voilà. Ça va. Et la suite du projet Nomade, ça va être un autre projet pour faire la version virtuelle ou online? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, en effet, dans ce genre de truc, c'est ce qu'on avait réfléchi, c'est qu'ils pourraient jouer en fait donc via Internet ensemble. Et aussi, c'est ce que j'avais déjà proposé, c'est qu'ils peuvent aussi vérifier, d'aller voir, par exemple, quand ils ont une hypothèse, d'aller voir sur PubMed dans la littérature si cette hypothèse peut se retrouver aussi. Donc on peut je dirais, toute cette construction des familles d'hypothèses peut prendre plusieurs jours, 10 minutes ou plusieurs jours. Si on va très très loin dans la recherche EBM, hein, ça peut aller très loin, EBP, EBM. Donc, ça va, super. Plein de projets pour la suite. Merci aux orateurs, merci à vous d'avoir été présents. Et je propose de terminer ici, comme ça vous pouvez rejoindre la session de 13h30 parce qu'à la demande de Richard, il voudrait rassembler tout le monde pour clôturer cette journée. Mais merci en tout cas pour votre participation et je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci Nathalie, à tout à l'heure.